est parti les amis, on est parti pour le 482e épisode du Coup Tordu. Je parle pas trop fort, hein. Il y a Samia, ma femme, qui est en train de dormir à côté. Donc on va se retrouver pour un 482e épisode du Coup Tordu. Hein. Pour ceux qui découvrent le podcast, ça le fait un petit peu en mode ASMR, là, ce podcast, ce Coup Tordu, 482e épisode du Coup Tordu. Hein. Le Coup Tordu, c'est un podcast de vélo, un podcast de cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés. On se retrouve pour analyser les dernières étapes du Tour de Slovénie, du Tour de Suisse et du Tour de Belgique 2026. Je vous rappelle que le Coup Tordu est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous retrouvez également la chaîne YouTube du Coup Tordu. Hein. Vous cliquez sur la petite cloche pour vous abonner à la chaîne YouTube du Coup Tordu. Je vous annonce à la suite du programme, hein, le Coup Tordu, c'est des interviews et des previews. Donc là, c'est le dernier épisode avant, je pense, vendredi prochain, où vous nous retrouverez pour la preview des championnats de France. Il y aura peut-être une preview en cours de semaine, mais c'est pas sûr à 100%. Il y aura peut-être une preview pour le contre-la-montre. C'est pas sûr du tout. Voilà, pas sûr du tout pour la preview pour le contre-la-montre. Donc, ce qui est sûr, par contre, en revanche, c'est qu'on se retrouvera vendredi prochain pour la preview des championnats de France qui nous réussissent bien habituellement. Bon, sauf l'année dernière, on était passé un petit peu à côté, mais généralement, les championnats de France nous réussissent bien. Et il y aura un invité la semaine prochaine. Je suis hyper content. Voilà, je vous l'annonce. On retrouvera Florian d'Energy Bike Training. Voilà, on va parler vélo, on va parler cyclisme avec lui. On aura des choses sympas à vous proposer. Un Flo, c'est l'homme qui vous permet de vous entraîner de manière professionnelle pour une somme assez modique. Mais on parlera de tout ça avec Flo. Vous allez voir, il a un concept qui est démentiel. Et puis il sera avec nous également, avec vous, pour la preview de ces championnats de France. Et puis je vous annonce bien évidemment la suite. Hein. Juste derrière, on enchaînera avec les grandes previews du Tour de France sur notre format habituel. Hein. Vous retrouverez 5 previews. Ça sera, je pense, le mercredi 1er juillet. 5 previews pour le Tour de France, où il y aura une preview pour le classement général, le classement des grimpeurs, le classement par points également, le maillot vert, où ça a déjà pas mal bougé au niveau des barèmes. Vous avez un très très bel article d'ailleurs sur Vélo Futé. Il y aura une preview pour les électrons libres, hein, ces joueurs chers aux joueurs de fantasy, notamment sur Side Limit, pour prendre les échappées matinales, et un épisode qui sera consacré au Team Classification. Et puis sur la plupart des étapes du Tour de France, vous retrouverez des invités, des guests qu'on a reçus dans le podcast, dans le Coup Tordu. Il y en a que vous connaissez très très bien, qu'il y en a quelques-uns que vous ne connaissez pas encore, et ils seront là avec vous. On prendra un petit peu de leurs nouvelles, de leur actualité, puis ils seront avec Thibaut et avec Enzo, voilà, quand ils seront dans le coin, pour faire la preview de ces étapes. Mais ça va être très très sympa. On va faire un très très beau Tour de France. Voilà, il y a plein de choses. On va contacter également cette semaine pour faire des trucs. Ça va être hyper sympa. Ça va être un beau Tour de France 2026. Jouer avec excès comporte des risques, hein, ça vous le savez, hein, bien évidemment. Je le dis parce que dans le podcast, le Coup Tordu, pour ceux qui nous découvrent, fait des previews, et les previews, ça rejoint ceux qui jouent en fantasy, ceux qui jouent également de l'argent, voilà, sur les sites de paris sportifs. Donc je rappelle qu'on ne devient pas riche en faisant des paris sportifs, encore moins en France. Avec les taxes, c'est mort. Éventuellement quelques mecs qui déménagent, qui vont à l'étranger, qui partent loin, et qui évitent les taxes et qui réussissent à en vivre. Mais voilà, on les compte sur les doigts d'une main. Le joueur professionnel, le statut de joueur professionnel en France n'existe pas. Tiens, d'ailleurs, c'est Benoît qui m'a dit ça tout à l'heure. Il y avait un sujet sur France Télévisions, je crois au journal de 20h ce soir. Je vais regarder ça juste après le podcast, sur les paris sportifs. Donc on le dira jamais assez, hein. Moins de 2% des joueurs sont gagnants sur le long terme. On gagne pas sa vie, on la perd plus, hein, en faisant des paris sportifs. Donc nous, on essaye de faire en sorte d'avoir un petit billet à la fin de l'année. D'être en positif, c'est déjà pas mal. Mais ça reste extrêmement compliqué. Et si vous le faites, bien évidemment, faites du management de bankroll, et chaque euro misé doit être un euro réfléchi. On revient sur ce qui s'est passé sur les étapes de ce samedi. Alors sur le Tour de Belgique, c'est pas rentré, j'étais parti sur Girmay, victoire et top 3, il fait 5e. Je vous avais donné ce matin sur les groupes. Alors c'est vraiment très sympa, ce petit canal du Coup Tordu sur Instagram. Je vous en avais parlé hier, vous êtes déjà plus d'une centaine à vous être abonnés, hein. Vous connaissez le principe des canaux sur Instagram et sur Facebook. Bon, pour l'instant, j'ai pu en ouvrir un seul sur Instagram. Ça permet déjà de vous rappeler les bêtes juste avant le coup d'envoi des étapes. Ce qu'on fait habituellement sur le X, sur le Twitter du Coup Tordu. Bon, malheureusement sur Twitter, c'est qu'il y a une part d'algorithme, donc des fois vous n'allez pas forcément voir les messages que je vais mettre, mais s'il y a un pic, s'il y a un bet éventuellement à rajouter, un match-up que j'aurais pas vu, ou alors une analyse avec l'un d'entre vous, l'un ou l'une d'entre vous, voilà, ça permet aussi de corriger, de rectifier, de rajouter quelque chose. Et donc voilà, c'est Ludo en début de matinée qui est venu me voir et qui m'a dit j'ai écouté le podcast hier, pourquoi t'es pas parti sur Matthias Vacek devant
Ilan Van Wilder, effectivement, le pic, je le trouvais hyper pertinent, sachant qu'hier, je vous disais que j'hésitais sur le podium de Vacek. Bon, 1,42 pour moi, c'était pas possible, tant mieux parce qu'il a fini 4e. Mais de l'autre côté, on avait un match-up Vacek devant Van Wilder qui était à 1,39. Pour moi, celui-ci, il était beaucoup plus valu que l'autre. Donc, on a pu envoyer une petite mise à 0,30, ce qui nous fait une journée à peu près even sur les étapes de ce samedi. Donc, voilà, vraiment, abonnez-vous, hein, le canal Instagram du Coup Tordu, ça me permet de vous envoyer des messages. Là, si j'appuie sur le micro, j'envoie un message intégral sur le canal et vous l'avez directement dans votre messagerie, dans votre boîte mail comme un canal, et puis ça me permet de vous communiquer un petit peu toutes les informations du Coup Tordu. Donc je vous le redis, hein, le canal disponible sur le compte Instagram, sur le compte Instagram du Coup Tordu, et j'espère pouvoir l'ouvrir aussi bientôt sur Facebook. Pour l'instant sur Facebook, Meta me propose pas l'option, mais j'espère aussi le faire bientôt sur Facebook. Mais en attendant, vous l'avez sur le compte Instagram du Coup Tordu. Alors pour revenir sur la surprise, la demi-surprise, Mathieu Van Der Poel. C'est vrai que Mathieu Van Der Poel, j'ai pas écouté tout ce qui s'est dit sur Eurosport et sur les RP. Je sais pas si ça a été évoqué avec Flo et Jackie Durand qui commentaient la course. Mais c'est vrai que Mathieu Van Der Poel, c'est quelqu'un, ça avait déjà été évoqué il y a plusieurs mois, Mathieu Van Der Poel, c'est quelqu'un qui rêve d'être champion du monde, mais d'être champion du monde dans toutes les catégories. C'est-à-dire champion du monde de VTT, champion du monde de cyclocross, il l'est déjà à multiples reprises, champion du monde sur route. Et finalement, le seul titre de champion du monde qui lui manque, c'est le titre de champion du monde du contre-la-montre. Et pendant très longtemps, Mathieu Van Der Poel est quelqu'un qui ne s'est pas entraîné en contre-la-montre. Rappelez-vous, on l'avait vu, ses premiers chronos, je crois que c'était 2019 quand il avait gagné le Tour de Grande-Bretagne, 2019 ou 2020, il me semble que c'était juste avant le Covid. Il s'entraînait pas, mais il était très très bon. Il était vraiment très très bon. D'ailleurs, on voyait que ça bougeait un petit peu de partout, que c'était pas très aérodynamique, mais ça restait quand même efficace. C'est-à-dire que quand il a envie, Mathieu Van Der Poel, et puis Pogacar le rappelait également, sur le chrono de Laval en 2021 sur le Tour de France, il avait été aussi très efficace. Donc quand il a envie, Mathieu Van Der Poel, il fait de très très bons chronos. Là, c'est clair, net et précis. Encore une fois, j'ai pas lu et vu toutes les interviews. Aujourd'hui fini. Alors au final, c'est pas à 3 dixièmes que Pogacar a gagné l'étape, c'est à 4 centièmes de seconde. Le chrono a été rectifié derrière. Pogacar a remporté l'étape avec 4 centièmes de seconde d'avance sur Mathieu Van Der Poel. Imaginez la dinguerie si jamais les chronos c'était encore plus planté, qu'en réalité c'était Van Der Poel qui avait remporté l'étape. Donc Mathieu Van Der Poel, clairement il s'est entraîné. Et il s'est mis en tête, je pense, dans les 2-3 ans qui viennent, d'essayer d'aller chercher le titre de champion du monde sur contre-la-montre. Alors, ça ne sera pas évident parce qu'il y a quand même 2-3 clients en face. Il y a Remco, il y a Ghana, mais s'il ne le tente pas, il ne réussira pas. Mais c'est clair que la position, c'était quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus net que d'habitude. On était sur un chrono pour pur spécialiste et il tape quand même un mec comme Tobias Foss qui est un ancien champion du monde, Matthias Vacek qui était vraiment très fort aujourd'hui, et puis il va chercher Pogacar qui a toujours été hyper propre dans ses contre-la-montre. Il finit à égalité en réalité. Donc Mathieu Van Der Poel, surveiller bien évidemment sur les contre-la-montre. Ça, quand on dispose de ce genre d'informations en amont, c'est de l'or. Je vous dis pas que Mathieu Van Der Poel m'avait pas traversé l'esprit, il m'avait traversé l'esprit, mais Van Der Poel sur un chrono, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Il y a des fois, on l'a déjà vu se relâcher complètement et terminer 140e, il en avait absolument rien à foutre. Là, il en avait pas rien à foutre et ça a failli passer. Du côté des autres courses, attention, ça vraiment notez-le, vous l'avez vu sur le Tour de Slovénie, on le savait déjà, ça notez-le dans un petit coin. Florian Lipovic en descente, pas bon du tout. Vous avez vu la course, il décolle, il part en trophée Baraki avec Giulio Pellizzari dans la dernière ascension. 40 secondes d'avance en haut du talus et à 6 km de l'arrivée, Pellizzari qui revient parce que Lipovic en descente, c'est pas terrible. Donc les descentes techniques, c'est à noter, c'est des mecs. C'est comme Ben O'Connor, c'est comme Félix Gall, quoique Félix Gall a été quand même plutôt propre sur le Giro. Pas bon en descente, à la différence d'un Pellizzari qui lui a énormément progressé en descente, et donc Pellizzari qui a laissé la victoire à Florian Lipovic. Et enfin, sur le Tour de Belgique, pas grand-chose à dire. Si, il y a quand même des trucs à dire sur le Tour de Belgique, que ça va être un gros mal de crâne du côté de la sélection Décathlon CMA CGM pour savoir si on prend ou pas Olaf Koy sur le Tour de France. Les infos que j'ai en retour, de toute façon c'est pas les infos que j'ai, c'est Olaf Koy. Quand vous
voyez en interview qui dit que pour le Tour de France, c'est encore assez flou. Je pense que la tendance pour l'instant, c'est non, et c'est clairement non. Et c'est Paul Sexas qui va faire l'équipe. D'ailleurs, vous avez vu un petit peu ce qui se raconte à droite à gauche. Ineos aurait fait une proposition. Alors moi, c'est aussi un petit peu des trucs qu'on me dit en off. L'histoire de Uno X qui serait prêt vraiment à casser la tirelire pour avoir Jonas Vingegaard. Ça, j'en ai déjà entendu parler il y a quelques mois. Et j'en ai parlé dans un live sur TikTok d'ailleurs il y a quelques jours. Là, en pleine nuit, je m'étais lâché un petit peu sur ce qu'on me racontait en off. Donc voilà, là, ça sort un petit peu. Encore une fois, est-ce que c'est des rumeurs? Est-ce que c'est de l'info? Est-ce que c'est de l'intox? Et effectivement, la proposition d'Ineos pour Paul Sexas à 15 millions. Alors, j'avais pas ce chiffre de 15 millions, mais voilà, ce qu'on dit, voilà, un petit peu radio peloton. J'en ai entendu parler également ces derniers jours. En tout cas, il y en a un qui est très bon, qui est très malin. Il s'appelle Yona Loka. C'est l'agent de Paul Sexas. Comme beaucoup d'agents, il aime bien l'argent, il est là pour faire monter les prix et en tout cas, voilà, il fait son taf. Il fait son taf pour faire monter les prix. En tout cas, Dominique Serriès avait dit que quoi qu'il arrive, du côté de la Décathlon, on s'alignerait sur les prix. Voilà, on s'alignerait sur les prix. Maintenant, voilà, moi, ce qu'on me dit en off, encore une fois, c'est du off. Est-ce qu'on me raconte à droite, à gauche? Et bien évidemment, il y a à boire et à manger, il y a à prendre et à laisser, mais il y a quand même des infos qui sont un petit peu, on va dire, plus crédibles que l'autre. C'est effectivement la tendance d'un départ de Paul Sexas de Décathlon CMA CGM pour 2028. Mais encore une fois, voilà. Ça s'appelle, je le remets dans le contexte, ça s'appelle de la rumeur, du bruit de couloir, mais encore une fois, quand des mecs vous remontent des trucs et que voilà, une fois, deux fois, trois fois c'est vrai, allez, une fois c'est faux, deux fois c'est faux, trois fois, vous commencez à noter un petit peu, puis ça fait 4 ans qu'on fait le coup tordu, mais encore une fois, voilà, c'est pas parce que quelqu'un a raison une ou deux fois, il y en a un qui connaît Jackie, qui connaît Michel, qui connaît Paul, qui connaît Jacques, bon voilà, à la fin on essaye de recouper des bribes d'infos, des demi-infos, voilà, je vous dis simplement, je fais part simplement des retours qu'on me fait en off, mais encore une fois, voilà, il y a à boire et à manger, je peux pas vous dire que c'est de l'information, très 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 loin de là. On bascule sur ce qui nous intéresse. On va commencer à la carte, on va commencer avec, je pense, le Tour de Suisse. On va y aller directement. Alors le Tour de Suisse, on a une victoire de Pogačar qui est à 1,13. Alors, encore une fois, pour moi, je sais qu'il y en a qui sont contre ça, mais je suis désolé, encore une fois, les paris sportifs, le jeu, c'est de battre la cote et uniquement de battre la cote. Alors, pour moi, Pogačar, je le mettais à 98% de chance de gagner. Si je me contrôle, si je me tempère, on va le descendre à 95% de chance de gagner. Mais honnêtement, à part une chute, en plus, il n'y aura pas de pluie sur cette étape. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive à Tadej Pogačar sur ce type d'étape? Enfin, c'est du gros dénivelé. Je pense qu'il va vouloir un point d'honneur à remporter cette étape, 4500 mètres de dénivelé répartis sur seulement 150 km. Alors au début de sa carrière, il n'était pas très très bon sur l'école d'une heure, mais tout ça, il a corrigé. De toute façon, il a progressé. Enfin, inutile de le dire, mais il a progressé sur tous les temps d'effort, sur les temps d'effort de moins de 3 minutes jusqu'au temps d'effort de plus d'une heure. Donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors effectivement, ça peut attaquer d'entrée, mais j'ai presque envie de dire, il peut presque contrôler la course de lui-même. On peut même avoir un Pogačar aller en tête, en haut du col de la Croix. On va faire 3 fois le col de la Croix avant l'ascension finale. Pour moi, il sera en tête en haut de l'avant-dernière ascension. Il peut aussi régler l'histoire comme ça. Très souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, complètement taillé pour Tadej. 0,55% de bankroll. Alors, on fera on va combiner Pogačar à lui-même. On va mettre 0,55% de bankroll, donc 55 € sur une bankroll à 10 000 €, 25,50 € sur une bankroll à 5 000 €. Encore une fois, je le redis, sur mes bilans, je suis gagnant sur ce type de cote à moins de 1,30. Je le redis encore une fois, le jeu est de battre la cote et uniquement de battre la cote. À part un impondérable, je ne vois pas comment Pogačar peut être battu sur cette étape. Est-ce qu'il y a... quelle est la probabilité qu'il y ait un impondérable? Peut-être 1%, peut-être 2%. Donc ça veut dire pour moi que c'est largement valu, et on prendra les gains de cette étape et on recombinera juste après. On recombinera la victoire de Pogačar à je crois qu'il y a du 1,30 pour le Tour de France, donc on le recombinera tout de suite après l'étape. Je crois que sur Tagada propose du 1,30 pour Tadej sur le Tour de France, donc on prendra la victoire de Tadej qu'on recombinera à lui-même. On fera ce qui s'appelle le fameux Rokongakar. Mais ceci dit, pour ceux qui font du pari sportif, ça c'est vraiment une manière de jouer qui est pas mal, c'est de jouer uniquement sur Pogačar. C'est-à-dire quand vous pensez que Pogačar va gagner, vous jouez pas souvent, vous jouez 15-20 fois dans l'année, mais vous jouez que sur Pogačar. Et je vous assurerai que vous n'allez pas perdre souvent. Voilà. Après, évidemment,
On ne sait jamais, hein. Encore une fois, le vélo, voilà, tout peut arriver. Mais voilà, pour moi, Tadej, il n'y a absolument aucun souci. Alors, au moment où j'enregistre le podcast, je n'ai pas les top 3, les deuxièmes favoris. Alors, j'espérais que Lenny, avec son mauvais début de Tour de Suisse et la chute qu'il avait eue la semaine dernière, j'espérais que Lenny soit un petit peu sous les radars, mais pas du tout, hein. Lenny, il est deuxième favori de l'étape à égalité avec Carapaz. Lenny qui a fait un contre-la-montre assez correct, hein. On sent qu'il va mieux, voilà, on sent qu'il a repris du rythme. Et à partir de là, pour moi, il n'y a plus trop de value. Alors, j'ai pas les top 3, mais Carapaz, Ricci, Tello, Lenny Martinez, logiquement, deuxième, troisième, quatrième, voilà, ça doit jouer entre eux. Donc voilà, j'ai pas de vision. Alors, si je vous dis une connerie, voilà, je suis en train de regarder sur Tagada, les top 3 sont sortis. Voilà, mais Richard Carapaz, pareil, il revient de blessure, il est en top 3 1,55, Lenny Martinez 2,55. Ricci Tello 3,50, c'est très compliqué pour moi. Voilà, on va avoir ces trois-là probablement dans le top 4. Après, il y a du Van Villers, du Van Wilder, du Henrik Mas, du Roglic. Tiberi peut être pas mal aussi, hein. Tiberi peut être très très bien sur ce type d'ascension. Donc très compliqué, très très compliqué. Non, je pense que le jeu sage, c'est de rester simplement sur un Rocon-Gacard. Voilà, si on avait du Lenny, si j'avais plus de certitude sur la forme de Lenny, je serais parti sur le top 3 de Lenny Martinez. Mais voilà, il y a vraiment des incertitudes sur la forme de Lenny. Donc on va rester simplement sur ce Rocon-Gacard. Donc 1,13 pour la victoire de Tadej Pogačar et 0,55% de bankroll. C'était vraiment pas compliqué à analyser. On va basculer sur le Tour de Slovénie. Donc, dernière étape du Tour de Slovénie. Notre ami Florian Lipovic a clairement fait le break au niveau du classement général. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on va se retrouver avec une dernière étape, alors étape traditionnelle, hein, une étape qu'on voit tous les ans, 170 km. On arrive du côté de Novo Mesto avec un véritable mur, hein, ça ressemble beaucoup au mur de Huy, hein, c'est un petit peu la référence. Le Strak-Gora situé à 9 km de l'arrivée, on a 1,6 km à quasiment 10% de moyenne, donc mur final. Moi je pense que sur cette étape-là, pour moi l'échappée matinale a une belle chance. Pourquoi ? Parce que Omsrel, je pense qu'il est très content de sa 3e place. Je pense que du côté de la Red Bull Bora, on est très content également de faire premier et deuxième. Et que les qualités principales de Lipovic, alors il peut être bon sur des efforts courts évidemment, mais Lipovic, c'est plutôt un grimpeur. Donc qu'est-ce qu'on aurait à gagner à aller se confronter sur ce type d'ascension, sur ce type de muret? Donc je pense que les Bora peuvent vraiment laisser filer un groupe d'une 20 ou d'une trentaine de coureurs. Alors j'ai pas vraiment beaucoup de noms à vous donner. Ils peuvent envoyer aussi un mec à eux dans l'échappée, hein. On peut complètement envoyer, chercher à récompenser un Mattia Cataneo ou un Jan Tratnik, hein. Après tout, il n'y a pas de raison de faire cadeau de l'étape aux autres, hein. Ils sont en grosse supériorité, donc ils peuvent totalement mettre un mec à eux dans l'échappée. Alors après, pour des petits classements, des petits top 3, des petits top 10, moi j'aime bien Carlos Garcia Pernia de la Burgos, qui est vraiment un bon petit coureur qu'on n'a pas encore vu à l'avant cette semaine. Samuel Zoccarato, vous allez le voir sortir, hein, de Zoccarato pour la MBH, lui il cible désormais clairement ses spots. Et puis l'ami Byron Munton également pour la Modern Adventure. Ça peut ça peut être aussi un profil, il est aussi plutôt puncher, mais voilà, c'est très gamble et très très compliqué d'aller vous donner un nom sur cette étape-là. Mais voilà, pour moi, encore une fois, l'échappée matinale, je pense, a une chance sur ce Tour de Slovénie. Et on va terminer avec le plus intéressant, hyper intéressant, c'est cette dernière étape du Tour de Belgique. Alors, on a un parcours qui est quand même assez casse-pattes. On a 1400 mètres de dénivelé avec notamment plein de petites bosses. C'est vraiment typique des Flandriennes, des petits faux plats montants, des petits talus. On en a un notamment qui a un final assez énorme. C'est toujours des ascensions très très courtes. Là, le Watertronestrat, c'est que 400 mètres à 4,1% de moyenne, mais les 50 derniers mètres sont absolument terribles. Ce qui m'intéresse, c'est la stratégie de course. Alors au niveau du classement général, on a toujours Sir Alex Aramburu qui est en tête du GC avec seulement 2 petites secondes d'avance pour Jasper Philipsen. D'ailleurs, Jasper Philipsen est totalement favori des books. Alors il y a les bonifications, et il y a aussi cette fameuse histoire de Golden Kilomètre. Donc le Golden Kilomètre qui donne également des secondes de bonification. Ça sera à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Donc le poids de la course, clairement, est sur Jasper Philipsen. Pour les Cofidis, va falloir laisser partir une échappée. Et pour aller prendre les bonifs. Et du côté de la Alpecin, va falloir
mettre le pied sur le ballon, il va falloir réussir à contrôler la course parce que ça peut vraiment agresser de loin, de très très loin. Il y a beaucoup de coureurs qui sont à moins d'une minute et qui ne sont pas du tout largués au classement général. Donc je pense que la bonne stratégie pour les Alpecin, c'est de mettre un petit peu de côté ce Golden Kilomètre et d'essayer d'aller mettre tout simplement Jasper Philipsen dans le top 3 de l'étape, ce qui lui permettrait de remporter le classement général de ce Tour de Belgique. Parce qu'au classement général, on a Sir-Alex Armbrough en tête, on a Jasper Philipsen derrière à égalité avec Jenno Berkmoos. Berkmoos, lui, a tout intérêt pour la Lotto à tenter un coup sur le Golden Kilomètre. Berkmoos, sa seule chance, c'est d'essayer de créer une course de mouvement. Maintenant, Berkmoos, le problème qu'il a, c'est qu'il est troisième au classement général et que si jamais il attaque de trop loin, il peut aussi se faire contrer et se faire descendre du podium. Et si on regarde un petit peu ce qu'il y a derrière, au niveau des bonifications, on a du Quinten Hermans, du Lewis Aski, du Carlos Canal, et derrière c'est Emilien Janière qui est à 10 secondes. Donc si on joue également un petit peu en défensif du côté de la Lotto Intermarché, on peut aussi choisir l'option de privilégier le top 3 pour Jenno Berkmoos, sachant que pour un coureur belge, faire un podium sur son tour national, c'est quand même quelque chose de sympathique. Donc est-ce qu'on va jouer l'offensive pour la gagne ou est-ce qu'on va plutôt jouer la sécurité pour le podium ? Quand on connaît le prix des points UCI et l'exposition pour un sponsor, notamment un sponsor belge, d'avoir un coureur sur le podium sur le Tour de Belgique, je pense que s'il y a move à tenter, on va plutôt tenter un move dans les derniers kilomètres. Donc on ne va pas forcément faire les fous sur le Golden Kilomètre. En tout cas, on va à minima demander à Berkmoos, je pense, d'essayer de préserver son podium. Donc je pense malgré tout à une course contrôlée par les Alpecin, par les Lotto Intermarché qui ne vont pas vouloir laisser filer l'histoire. La Pinarello 36.5, Quinten Hermans peut aussi tenter un move. Alors lui, il peut être intéressé par exemple par le Golden Kilomètre pour essayer de sauter Berkmoos et essayer de rentrer sur le podium, voire un petit peu mieux parce qu'il est qu'à 3 secondes au classement général et à 4 secondes, on a notre ami Lewis Aski. Donc encore une fois, pour moi, ceux qui ont les notes un petit peu dans cette histoire, c'est les NSN. C'est les NSN parce qu'on peut jouer sur 2 tableaux. On peut tenter un move de loin avec Lewis Aski. On va pas avoir le contrôle de la course, hein. C'est pour moi, c'est plutôt au Cofidis, c'est plutôt aux Alpecin, au Lotto Intermarché, voire au Cofidis également, parce que s'il y a des mecs qui commencent à partir et qui sont pas très très loin au classement général, la Cofidis va devoir aussi un petit peu rouler. Donc la NSN n'aura pas le poids de la course sur les épaules. Donc on peut jouer sur 2 tableaux, à la fois un move de loin avec Lewis Aski pour tenter de faire un rapproché au classement général, de monter sur le podium, voire un petit peu mieux. Et derrière, on peut aussi jouer un sprint avec Bini, avec Binyam Girmay. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une situation stratégique idéale pour l'équipe NSN. Et l'autre équipe également, pour moi, qui est plutôt, on va dire, en bonne position, c'est la Soudal pour Tim Merlier, parce que du côté de la Soudal, sauf erreur de ma part, je vais quand même vérifier, mais je crois qu'on n'a absolument aucun coureur classé au classement général. Voilà, on a Dylan Van Baarle qui a 26 secondes. Alors, il peut éventuellement tenter le move en échappée matinale. Il n'y a absolument rien à perdre. Mais pareil, du côté de la Soudal, on va dire, j'ai envie de dire un petit peu comme la NSN, laisser les trains couler, laisser le contrôle de la course aux autres équipes pour véritablement intervenir dans les 5 derniers kilomètres et amener bon train pour son leader. Donc les 2 stratégies sont assez bonnes. Il y aura un poids énorme pour la NSN. Du côté... moi, ce qui m'intéresse, c'est cette petite ascension. Voilà, il y a un petit talus dans le final. C'est le Newland. Voilà, c'est 600 mètres à 6,1% de moyenne. Et ce talus sera situé à 4 km de l'arrivée. Voilà. Pour moi, encore une fois, je vais forcer sur mon Bini. Mais pour moi, Girmay, ça correspond. Alors, j'exclus pas que Merlier soit dans l'histoire. Quoi qu'il s'était quand même fait, il s'était sur le Tour de Hongrie, on avait un final un peu comme ça, alors c'était quand même un petit peu loin de l'arrivée, mais sur le Tour de Hongrie, le Benoît Cosnefroy lui avait fait un petit peu mal au canne, donc, mais j'ai envie de vous dire, les 2 sont jouables. Les 2 sont jouables. Je pense que je vais partir sur la double chance. La double chance, Merlier ou Binyam Girmay, sans couverture, sans protection en top 3, parce que ça peut être aussi un pic échappé de loin, mais voilà, je vois plutôt un truc ramassé avec ces 2 équipes qui vont avoir les notes dans le final. Alors Merlier, il est complètement capable, ces petits talus, ces petites bosses, du Merlier en forme. Il a eu des gros problèmes en début de saison, mais il revient quand même très très bien. C'est pas encore du Merlier prime, mais on commence à s'en rapprocher. On n'ira pas non plus sur une mise de Chachu, mais Merlier à 0,1% de bankroll, ça me plaît beaucoup. Girmay à 0,05. Voilà, ça me plaît
aussi énormément. Donc voilà, donc Merlier, on a 4,5 la cote. Girmay, on a la cote à 9. Et on mettra une petite couverture également avec Soren Warentschuld qui est complètement capable sur ce style de profil un peu casse-patte, un peu usé. Voilà, 0,02% de bankroll. La cote à 41, donc Warentschuld, Girmay ou Merlier pour mes pics pour cette dernière étape du Tour de Belgique. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur Side Limit, le coup tordu, on va dire ambassadeur de Side Limit. On fera le tirage au sort le 1er juillet pour vous offrir la reward de Paul Lapera. C'est une des plus belles rewards du jeu pour ceux qui ont été au bout du programme de parrainage. Donc vous avez encore quelques jours pour vous inscrire sur Side Limit avec le code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0 et vous montez une petite galerie que vous pourrez utiliser pour le Tour de France et pour après vous allez au bout du programme de parrainage, vous achetez pour 40 balles de coureurs, des coureurs qui vous serviront encore une fois à jouer, à gagner d'autres cartes, d'autres rewards, un petit peu d'Ethereum et des coureurs que vous pourrez également revendre par la suite, faire des plus-values dessus ou pas. Voilà, ça dépendra un petit peu de leur performance et de vos choix stratégiques. Donc ça se passe sur les boutiques de pack. Vous achetez vos coureurs, donc vous en prenez pour 40 balles. Vous obtenez 5000 bidons. Voilà, 5000 bidons, ça c'est le cadeau parrainage du coup tordu. Vous avez 5000 bidons et en plus vous intégrez le tirage au sort pour repartir avec la reward, la carte bleue de Paul Lapera. Et pour l'instant, vous êtes 8 sur ce tirage au sort. Donc voilà, si vous êtes le 9e, ça vous fera une chance sur 9 de repartir avec une des plus belles cartes du jeu de Side Limit, la reward de Paul Lapera, coup tordu 0 avec le chiffre 0. Voilà, je ne vous le redirai pas la semaine prochaine parce qu'il n'y aura pas forcément d'épisode. Merci pour cette belle semaine, un beau Tour de France qui arrive. N'oubliez pas que vous retrouvez Thibaut sur son compte X, son compte Twitter Thibaut Chambre, Enzo alias Analyste Phoenix et son site The Big Gear et le coup tordu présent sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur X et sur tous les réseaux sociaux. N'oubliez pas le canal Instagram du coup tordu et on se retrouvera très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.